Alors ça fait toujours plaisir de tomber sur une application comme celle-là qui vous permet de facilement transformer n'importe quel device, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette, d'une smart TV, en écran secondaire. Bon, ici, dans l'exemple, on voit que c'est le laptop, le portable, qui va servir d'écran secondaire à cette tablette. Il y a une petite vidéo du reste YouTube, je vous mettrai en lien, qui montre, voilà, ça c'est l'écran principal. Alors la seule contrainte, c'est d'avoir un petit dongle, donc vous savez, c'est ce qui s'adapte sur qui se branche sur une prise HDMI. Et à ce moment-là, ça vous fait apparaître un QR code qui vous permet de scanner le QR code et ensuite d'obtenir une adresse IP que vous récupérez. Simplement, vous allez voir donc là sur cette tablette, ça aurait pu être un smartphone aussi bien, là c'est une tablette. Eh bien, vous scannez le QR code et ça vous ouvre votre navigateur sur une certaine adresse IP. Donc on se doute bien que derrière, c'est WebRTC qui est utilisé. Et voilà, et le partage peut commencer, donc vraiment extrêmement facilement. Donc voilà, Descreen, c'est gratuit open source. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit like, moi c'est déjà fait, et un petit commentaire, si c'est fait également, pour soutenir ce genre d'initiative. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Il y a déjà 6400 étoiles sur ce projet. Et donc on voit également ce qui est utilisé outre VRTC, c'est Electron. Je vous avais parlé de Axel Rauschmeier, qui est un spécialiste, un expert même JavaScript. Vous vous souvenez de l'article la semaine passée sur la différence entre null et undefined. Voilà, c'est cet auteur qui est très pointu. Il a mis à jour son e-book pour coller avec 2021, donc c'est l'édition 2021. Vous pouvez le consulter gratuitement. Et évidemment, participer pour soutenir l'auteur, c'est possible également. Je vous mettrai le lien en description. Alors j'ai raté ma transition avec WebRTC, parce que ça aurait été plus logique de faire la transition depuis Descreen, mais c'est pas grave. Il y a un très bon article sur WebRTC. Alors c'est étonnant, WebRTC, ça fait bien une dizaine d'années maintenant que vous pouvez l'utiliser. Au départ, on pouvait l'utiliser que sur quelques navigateurs dans leurs versions les plus récentes. Maintenant, c'est quasiment utilisable partout. Vérifions la chose. Voilà, sur Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc. Donc on peut vraiment l'utiliser sur les navigateurs les plus récents. Et donc cet article très intéressant vous montre vraiment la puissance de WebRTC, l'importance qu'il y a que maintenant de nos jours il y ait vraiment une spec spécifique dédiée à WebRTC, ce qui veut dire que ça y est, c'est vraiment mature, il n'y a plus de gros bouleversements à craindre, bon, des évolutions évidemment, mais c'est-à-dire que c'est vraiment mature, c'est énormément utilisé, on l'a vu l'année passée, en 2020, forcément avec le confinement et l'explosion du télétravail, il y a eu de plus en plus d'outils de visioconférence qui ont fait parler d'eux, notamment Zoom. Il se trouve que Zoom a fait parler de lui en mal sur des problèmes de sécurité rencontrés qu'il n'aurait pas rencontrés s'il avait utilisé un peu plus strictement les standards poussés par WebRTC. C'est d'ailleurs pour ça que certains spécialistes de sécurité vous recommandent d'ailleurs d'utiliser le client web qui repose davantage sur WebRTC que l'exécutable de Zoom. WebRTC, si vous voulez vous lancer dans la création d'outils, aussi bien, je vous le disais, de Descreen ou que de SynchroPlayer de Thomas Jarran ou tout autre outil de visioconférence, c'est vraiment un standard qui va être de plus en plus utilisé. Donc si vous maîtrisez les API, c'est vraiment un plus. Le fait que finalement la seule chose que vous avez à faire, c'est de lancer votre navigateur, enfin, en tout cas pour les personnes qui veulent faire de la visioconférence, vous n'avez pas imposé vos utilisateurs d'installer des applis. On sait que dans certaines entreprises, c'est ce qui est évoqué d'ailleurs dans cet article, c'est pénible parce que vous n'avez pas forcément le droit, ça se comprend, d'installer tel outil. Dans certaines entreprises, ce qui est recommandé, c'est tel client pour faire de la visioconf et pas un autre. Au moins avec le WebRTC, il n'y a pas de contrainte. Dès que deux personnes ont un navigateur, elles peuvent se partager de la vidéo ou du son. Et ce qui est intéressant, il vous parle de tous les avantages, je vous laisserai lire l'article, il sera en description. Et ce qui est vraiment intéressant, j'ai dû me le souligner quelques fois pour pas oublier d'évoquer la chose. Et voilà, c'est qu'il y a vraiment, ça va vraiment servir à améliorer le web, puisque c'est vraiment un standard, c'est pour ça que ça s'appelle WebRTC, c'est un standard du web. Et ça va être très intéressant dans énormément de contextes très populaires, qu'il s'agisse dans le jeu, si vous avez envie de pouvoir chatter pendant une partie en direct. Bon, je ne suis pas un joueur, donc il y a peut-être d'autres choses également, peut-être que la vidéo aussi est intéressante de pouvoir se voir pendant que vous jouez, c'est faisable aussi.
le file transfert, donc pouvoir se transférer des fichiers, et c'est du peer-to-peer finalement. Et voilà, bon, ce qui est indiqué ici, c'est de faire du BitTorrent directement dans le navigateur. Donc il y a vraiment, on sent que c'est que le début de WebRTC. Tout le buzz a déjà eu lieu il y a quelques années, mais en fait, c'est vraiment maintenant que ça devrait buzzer encore davantage, puisque c'est vraiment très largement intégré dans les principaux navigateurs web. Et donc vraiment ce en quoi croit l'auteur de cet article, c'est les data channels qui permettront d'échanger des données directement d'un navigateur à l'autre. Ça, ce sera vraiment le futur possible grâce à WebRTC. Pour les développeurs React, de nouveau, il s'agira des hooks. Dans cet article, vous aurez une illustration de la création d'un hook qui vous permettra de gérer la taille de votre écran. Si vous voulez faire apparaître ou disparaître des choses, finalement, comme on le fait d'ordinaire avec les media queries. Et donc, ce petit component, ce petit article va vous détailler comment créer votre propre custom hook. La logique est toujours la même quand vous créez un custom hook. Finalement, vous importez les hooks dont vous avez besoin. UseState, c'est pour pouvoir gérer un morceau d'état. UseEffect, il est utilisé généralement, on s'en sert quand on a des requêtes Ajax à faire et qu'on a besoin de récupérer des données. Mais là, en l'occurrence, ça va être utilisé pour pouvoir tester, écouter la taille, la dimension de votre fenêtre. Et comme c'est bien souvent le cas, c'est toujours la même logique, quand vous retournez votre custom hook, vous retournez simplement la valeur que vous avez envie de mettre à disposition, et finalement le setter, lui, se retrouve privé, puisqu'il n'est pas exposé, il n'est pas exporté. Et comme bien souvent, quand vous voulez écouter quelque chose et réagir à un changement, vous avez un tableau de dépendance ici. Vous voulez réagir, réexécuter ce code avec UseEffect quand Matches va changer, quand vous aurez un certain match, quand vous aurez une certaine taille d'écran qui correspondra, et la requête qui aura été passée. Alors la requête, ça peut paraître un peu mystérieux, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la taille sur laquelle vous voulez réagir. Ici, vous voulez réagir lorsque votre écran aurait une largeur minimale de 800 pixels. Donc je l'ai peut-être expliqué un peu rapidement, mais vous lisez l'article, vous allez voir, ce sera simple à utiliser. Et voilà, une fois que vous aurez votre custom hooks, vous n'aurez qu'à lui passer la taille sur laquelle vous voudrez réagir. Là, quand votre écran fera minimum 800 pixels, qu'est-ce que vous voudrez faire ici? Dire que la page est assez grande, c'est-à-dire que la page fait plus de 800 pixels, vous considérez qu'elle est assez grande, et ensuite, comme on le fait souvent en développement React, vous avez des petites astuces syntaxiques comme celle-ci. Qu'est-ce que vous faites dans votre JSX? Vous testez si cette valeur est true, à ce moment-là, vous accédez à cette deuxième partie, c'est une astuce très fréquente dans le monde de React, vous accédez à ce component, vous décidez d'afficher ce component si la page est assez grande. Et donc si la page n'est pas assez grande, vous ne l'afficherez pas, vous afficherez que ce contenu-là. Il y avait même une petite démo. Voilà, je savais bien qu'il y avait une petite démo. Donc, si on regarde, je vais sortir du dark mode. Donc c'est ce qui permettra, quand vous serez... Alors, est-ce qu'ils vont utiliser 800 pixels? Il me semblait qu'ils avaient utilisé 1100 pixels, quelque chose comme ça, voilà. Bon, comme j'ai une grosse police, c'est pas facile, là. Donc, pas de chance. Moi, je peux pas avec la poste, je peux virer simplement le menu. Voilà, on va... Les outils de développement. Donc, quand on va passer à plus de 1100 pixels, je crois qu'ils avaient utilisé, vous allez voir ce menu qui va disparaître et ça va vous afficher le contenu. Voilà. Hop, hop. Captain Dev est de retour. Je commence à me demander ce qui lui arrivait. Bon, il nous souhaite la bonne année 2022 peut-être, parce qu'on est déjà le 7 février 2021. Non, je plaisante, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai eu des petits passages où, après, la vie en dehors de YouTube, ça vous accapare un peu plus que ce que vous voudriez. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à mettre un petit pouce. Tiens, c'était pas fait. Et ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien suivre Captain Dev. Il vous annonce qu'il a en projet pour 2021. Ça fait plaisir de le voir de retour. Aujourd'hui, c'est un peu la pagaille avec l'ordre de mes onglets. Mais bon, c'est pas grave. On revient sur React. Et en fait, sur React et Deno. Bon, Deno, je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté quand il était sorti en V1. Il y a presque... Non, pas un an, c'était en avril, je crois, 2020. Ça commence à faire un petit bout de temps. Pour l'instant, je suis un peu de loin, j'attends qu'il sorte en V2, ce qui serait... Ça n'étonnerait pas que la V2 sorte en mars-avril. Là, ce qui est intéressant, c'est ce projet Aleph qui vous permet d'utiliser React en front, Deno en back, et de le faire assez simplement. Donc ça vous génère un projet. Et bon, le gros avantage de Deno, si vous vous souvenez, c'est que il n'y a plus de node modules qui va peser énormément avec des packages qui contiennent d'autres packages, etc. Enfin tout l'enfer qu'il y a eu avec les node modules. Plus de package.json non plus. Et donc ça vous permet de pouvoir alléger un peu vos applications. Ce qui était intéressant à cet article, c'est que j'ai découvert ce CDN qui vous permet de
récupérer des ECMAScript modules. Donc pour l'instant, il n'est pas très populaire. Est-ce que c'est lui que j'ai ouvert à côté, ESM? Donc il n'y a que 184 stars, mais bon, ça pourrait monter un peu plus. Là, si vous remarquez la chose, React se retrouve importé depuis ce CDN. Et, alors l'intérêt d'Alep, pour revenir à lui, c'est que bon, pas de configuration, vous générez votre framework, vous avez votre appli avec React en front, Deno en back. Bon, pas de Webpack, pas de package pour JSON, ça c'est propre à Deno. TypeScript par défaut. Donc là, vous vous retrouverez à faire du full stack TypeScript avec React en front, Deno en back. Alors un système de routage très proche de Next.js ou Nuxt si vous connaissez davantage Vue. Donc la logique étant que dès que vous créez une page dans un répertoire dédié aux pages, eh bien, le routage est créé automatiquement pour vous. Donc c'est très pratique, ça permet d'éviter tout ce qui est un peu rébarbatif à faire. Et ça supporte le server-side rendering et static-side generation. Alors je suis même sûr de l'acronyme, mais bon, c'est bien. C'est tout ce qu'on obtient nativement avec des frameworks comme Gatsby dans le monde de React et Gridsom dans le monde de Vue. Bon, après, il y en a quasiment pour tous les types de frameworks. Je sais même plus ce qu'on utilise dans le monde d'Angular pour faire du static site generating, les static site generators, voilà. Je recherche juste parce que voilà, static site generation. Voilà. Début de semaine un peu difficile. Et donc, vous aurez une petite démo qui vous expliquera comment démarrer avec Aleph. Donc, tout démarrera par un npm install avec les propriétés adéquates. Et vous installerez Aleph, vous l'initialiserez et vous obtiendrez une arborescence finalement assez classique. Si vous connaissez Next ou Nuxt pour ceux qui sont davantage vus. Donc, vous aurez vos componentes qui se trouveront dans le répertoire components. Les pages, dès que vous créerez une page, automatiquement la route correspondant à la page sera créée pour vous, tout ce qui est public. Avec là ici il y a la favicon et le logo et les styles dans le répertoire style. Donc vous pourrez très facilement créer une application full stack avec React en front, Deno en back. Je vous laisserai explorer la chose. Moi pour l'instant je reste un peu en retrait, mais c'est qu'il y a un choix personnel parce que je veille pas mal de choses à côté. Mais si vous avez le temps de cerveau, n'hésitez pas à jeter un œil à Aleph. Pour les développeurs Vue, alors l'écosystème autour de Vue 3 se développe de plus en plus. Bon, finalement, c'est pas si étonnant que ça, parce que Vue est sorti en V3 déjà depuis presque 6 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Oui, bon, septembre inclus, si c'était début septembre. Donc, ça commence à bien suivre. Et là, il y a un article très intéressant qui vous explique comment... Enfin, c'est pas un article, ça, finalement, c'est... Oui, il arrive plus loin. C'est juste pour pas oublier de vous parler de ce plugin qui vous permet très facilement de créer des applications Electron avec Vue 3. Je veux les sélectionner. Décidément, voilà. En l'intérieur d'Electron, c'est de pouvoir créer, à l'aide des technologies web, donc HTML, CSS et JavaScript, des applications qui peuvent s'exécuter. Par exemple, si vous êtes sous Windows, ça vous générera un exe et que vous pourrez lancer. Et l'avantage, c'est qu'en fait, comme c'est pas une appli web, vous n'avez pas tout le côté sandbox qui vous empêche d'accéder, par exemple, aux fichiers de l'utilisateur. Vous pouvez vraiment faire des applis aussi riches que des applis qu'on utilise, type Word, Excel. Et donc, alors l'intérêt, c'est ce petit plugin qui va vous faciliter la vie pour pouvoir créer plus facilement des applications Electron avec Vue. Alors là, c'est le repo GitHub de l'outil. Là, ça commence à bien monter en popularité, 2900 stars. Et ce petit projet, bon, c'est en anglais, mais ça vous permettra de facilement voir comment l'utilisateur se sert de Vue 3 avec Electron pour créer une application desktop qui vous permet finalement de lister, c'est un peu le Hello World de la chose, mais c'est intéressant, tous les fichiers répertoires que vous avez sur un PC, non, parce que si vous buildez sur un PC, vous obtiendrez un exe, et si vous exécutiez, il y a un Electron build dessus depuis un Mac, vous auriez un tar GZ, je suppose, je ne connais même pas les extensions propres à l'univers du Mac et pareillement sous Linux. Donc, je vous mettre un lien vers ce petit projet. J'aime bien ce genre de projet, il fait à peine 10 minutes, ça vous détaille bien la chose. Ça utilise bien les nouveautés de Vue 3. Alors si vous ne connaissez pas les nouveautés de Vue 3, il utilise la Composition API. Jetez un œil à ma vidéo que j'avais faite d'1 heure là-dessus, et ainsi qu'à une formation que j'avais fait sur le sujet sur Vue 3, qui fait plus de 3 heures. Et voilà, vous pourrez trouver le code source, je vous le mettrai également en description de ce projet. On remarque tout de suite que, outre les habituels app.vue et main.js,
vous aurez ce background.js qui vous permet finalement d'écouter différents événements auxquels vous pouvez réagir. On va tomber sur, voilà, vous avez des app.on partout, vous savez, quand toutes les Windows sont, quand toutes les fenêtres sont fermées, ou quand on est à l'état actif, ou quand on est prêt, etc. Donc c'est tout un système basé sur des événements que vous pouvez écouter. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement on se retrouve à utiliser, c'est pas ici, ce sera sur les fichiers d'après, c'était sur le fichier app.view, non là c'était juste pour la configuration, non c'est bien là. Donc ce sera sur le fichier app.view. Et là vous pouvez voir que vous pouvez utiliser les packages auxquels vous êtes habitué, si vous êtes habitué à Node, Path pour pouvoir vous créer des chemins, et Files pour pouvoir accéder au contenu d'un fichier, ici de manière synchrone, hein, simplement parce que bon, ça n'avait pas trop de sens d'aller plus loin si vous n'avez pas déjà parcouru tout votre répertoire qui se trouve dans un certain chemin. Et ensuite, vous allez voir, c'est très facile à comprendre combien de lignes de code il fait celui-ci. 78 lignes de code. Si vous enlevez cette petite fonction pour avoir des tailles de fichiers ou de répertoire que vous pouvez convertir ensuite en octets, en kilo-octets, en mégaoctets, en gigaoctets, en téraoctets, etc. Bon, voilà, il y a ces petites fonctions utilitaires. Et finalement, on lui passe une taille, elle nous retourne ce qu'il nous faut. Donc, avec l'unité de mesure qui convient. Et ensuite, là, vous reconnaissez la Composition API, c'est la fameuse méthode setup qui vous permet de créer différents morceaux d'état, ici avec une ref, ici de créer une petite computed qui vous permet de pouvoir déduire une valeur à partir d'une autre, là en l'occurrence, cette computed, une fois qu'on a récupéré à l'aide de FS, hein, finalement le fameux objet FS propre à Node, je regarde juste comment ils l'ont importé, FSFS, from FS, bon, comme on le fait en Node finalement. Et voilà, ça qui permet notamment de lire tout le contenu d'un certain chemin qu'on a fourni, et ensuite de retourner, de mapper chaque fichier pour pouvoir obtenir des statistiques sur le fichier, hein, savoir notamment si ce à quoi on a affaire, c'est un fichier ou un répertoire, un dossier. Et ensuite, comme c'est un array, qu'est-ce qu'on fait on a accès à la méthode sort qui nous permet de trier. Voilà, une petite gestion du back quand on veut revenir en arrière, quand on est descendu dans l'arborescence. Non, mais ça c'est vraiment c'est un petit projet qui se comprend facilement, mais l'avantage c'est que vous apprenez à vous servir de Vue 3 dans le contexte d'Electron. Et pourquoi je vous ai ouvert ce fichier-là? Oui, parce que tout simplement, ensuite c'était un component qui lui ensuite recevait les fichiers qu'il devait afficher proprement. Voilà, c'est tout. C'est une application très simple. Je vous laisserai la regarder. J'ai mis un petit pouce, non. Et elle vous permettra de créer votre première application Electron avec Vue 3, si la chose vous intéresse évidemment. Toujours dans le contexte de Vue, Vuex, qui est l'équivalent de Redux pour les développeurs Vue, se retrouve en V4. Alors pas de gros bouleversements, c'est simplement pour que, c'est précisé ici même, c'est qu'il y a une bonne compatibilité entre Vuex et Vue 3. Donc si ça vous retenait un peu d'utiliser Vuex auquel vous étiez habitué avec Vue 3, maintenant vous pouvez vous lâcher, il n'y a plus de retenue à avoir avec cette version de Vuex. Il n'y a pas beaucoup de breaking changes. Voilà, la seule chose est que maintenant, vous êtes encouragé, quand vous créez votre store, à utiliser Create Store plutôt qu'une nouvelle instance de store. Les choses continuent à bien avancer dans le monde de Vue 3, et donc tout l'écosystème commence à bien suivre. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, rendez-vous sur différentes vidéos si vous voulez prendre en main Vue 3, c'est ici. Si vous voulez vous initier à Angular en 1h30, c'est là également, ou à RxJS, et évidemment, n'oubliez pas d'aller saluer Captain Dev sur sa chaîne, le lien est également en description.